Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Aujourd'hui les amis, j'espère que vous avez la forme comme d'habitude, on cherche l'excellence toujours. Donc j'espère que vous avez passé une très très bonne semaine. On va commencer directement par les infos perso. On va continuer tout de suite le fiasco de mon achat de RP. L'acheteuse, elle m'a encore fait des misères. Laisse tomber, je t'explique tout ça. Alors, en gros, je devais aller sur place pour prendre des mesures. Juste prendre des mesures, hein, rien de bien méchant. Je devais prendre des mesures pour acheter des meubles. Je veux faire des dressings aménagés et j'ai pas envie d'attendre 2 mois avant d'avoir les trucs. Donc, je me prends en avance, tu vois. Et ben, je me prends un gros stop. Je peux pas les visiter parce que madame travaille, madame a de la famille, madame a plein d'excuses. Plein d'excuses. Donc franchement, on continue le fiasco de cet achat de RP. Et en plus, tu vois, un truc c'est il faut toujours aller dans son sens. Et quand j'ai besoin, quand tu dois faire une petite concession, tu vois, c'est pas grand chose, hein, aller prendre des mesures. Je te demande pas d'aller déposer mes meubles en avance. Non, je te demande juste de prendre des mesures. Rien de ouf. Bref, franchement, euh, c'est la merde. Franchement, j'ai pas d'autres mots. C'est la merde. Je sais que, tu vois, je suis pas quelqu'un comme ça, mais le jour de prise des lieux, tu sais, la visite avant de signer chez notaire, mais je vais être chiant. Oh là là. Je vais être chiant, mais laisse tomber. Laisse tomber. Ça, c'est sûr. Bref, on va revenir aussi également sur l'achat où je me suis positionné. La semaine dernière, je vous ai parlé que je me suis positionné sans aller visiter un bien. On va revenir. Ça sera le sujet du podcast, justement. Donc, on va laisser ça un peu comme ça en stand-by et on en reparle après. On va tout de suite passer à la rubrique actualité immobilière de la semaine. Et elle est chargée cette semaine, elle est chargée. Donc asseyez-vous bien confortablement parce que on va apprendre plein de choses. Alors on commence tout de suite. Alors pourquoi certains propriétaires pourront quand même louer des passoires thermiques? Le titre est énorme, hein. Le titre il est violent. Pourquoi certains propriétaires pourront quand même louer des passoires thermiques après 2028? Alors, il faut savoir que, comme d'habitude, hein, la loi climat, etc., on va interdire aux propriétaires de louer des biens qui sont classés E, F, G, il me semble, un truc comme ça. Sauf que il y a une exception, c'est qu'en 2028, un propriétaire n'aura plus le droit de mettre en location un logement classé F ou G au titre du DPE, sauf si la copropriété refuse de faire les travaux nécessaires. Dans ce cas-là, le propriétaire devra montrer patte blanche, il devra dire voilà, moi regardez, j'ai fait mes travaux que je pouvais faire à l'intérieur. Maintenant, il y a des travaux qui sont au titre de la copro que la copro ne veut pas faire. Il faudra bien sûr qu'il y aura un vote en AG et que le propriétaire en question ait voté pour. Donc, ça sera la condition sine qua non pour pouvoir quand même louer. Et donc, même si la copro ne fait pas les travaux nécessaires, tu pourras quand même louer ton bien parce que tu ne seras pas réellement responsable. Donc ça, c'était la première info. On continue. Ces trois conditions que doivent réunir les propriétaires pour faire expulser un locataire de leur logement. Depuis le 1er janvier, ce sont les préfets et non plus les juges qui décident d'expulser les squatteurs. On parle bien de squatteurs, hein, pas de personnes en situation d'impayé, etc., etc. On parle bien de squatteurs. Et donc, pour certains propriétaires, la procédure est encore trop longue et soumise à trop de conditions. La loi du 7 décembre 2020, qui a modifié l'article 38 de la loi DALLO, et ce depuis ce 1er janvier, ce sont les préfets qui décident ou non d'expulser les squatteurs pour les logements qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire. Alors bien sûr, comme je te l'ai dit, il y a trois conditions pour pouvoir expulser des squatteurs. La première, c'est déposer une plainte au commissariat. Logique, hein, c'est un peu, ça va être vraiment la base, hein, tu vas directement porter plainte. La deuxième condition, c'est prouver que le logement est leur RP ou leur logement secondaire. Et là, il y a déjà un petit problème. Parce que si vous êtes comme moi, normalement, tous tes documents, tous tes papiers sont chez toi, dans ton logement. Donc,
Déjà là, tu vois, cette deuxième condition, elle commence à être un peu compliquée parce que tu n'as plus accès à ton logement, normalement. Donc ça reste un peu compliqué. Donc dans ce cas-là, il va falloir que toi, tu ailles voir ton notaire, etc., etc. Ou sinon, on est en 2021, il est temps de passer au truc dématérialisé. Donc moi, je sais que là, j'ai fait un gros switch dans tous mes papiers. J'ai détruit beaucoup, beaucoup de papiers et j'ai tout basculé en format dématérialisé sur le cloud, hein, sur Google Drive. Je crois, il me semble que c'est 15 gigas 15 gigas d'emplacement gratuit. Donc 15 gigas de documents, tu peux déjà en mettre. Donc moi je te conseille là, à la fin de ce podcast, tu prends 1 heure de ton temps et tu bascules tout sur le cloud. Donc ça c'était la deuxième condition. Et la troisième condition, c'est de démontrer que l'occupation est illégale. Bah ça, après, hein, ça paraît un peu logique, mais voilà, il faut quand même démontrer que l'occupation est illégale. Alors je fais un petit point d'attention, hein, un locataire qui n'est pas parti après la fin d'un bail, il n'est pas considéré comme squatter. Donc on est sur un locataire qui est resté dans le logement, qui n'est pas squatter, mais situation floue. Situation floue. Alors le préfet peut toujours différer le délogement des squatteurs si par exemple il s'agit d'une femme enceinte, s'il y a des enfants ou si c'est une personne âgée. Hein, ces trois catégories de personnes-là sont protégées en France. Donc, tu peux pas les déloger comme ça du jour au lendemain. Demain 10 heures, tu peux pas dire allez, tu dégages. Non, malheureusement, ce sont des personnes qui sont protégées, femmes enceintes, dès qu'il y a des enfants en jeu et les personnes âgées. Tu sais très bien que très 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 compliqué de sortir gagnant face à ces personnes-là. Donc ça, c'était la deuxième info. On continue. Troisième info, on est plus sur du Airbnb. Ok. Comment la mairie de Lisbonne, au Portugal, incite les propriétaires à ne plus louer via Airbnb. La capitale portugaise veut réguler les locations Airbnb et pour cela, elle a mis en place plusieurs outils. Il faut savoir que au Portugal, il fonctionnait un peu différemment. Alors, je ne sais pas si c'est tout le Portugal, mais en tout cas à Lisbonne, ça fonctionnait un peu différemment. Jusqu'en 2018, les propriétaires qui désiraient se lancer dans le Airbnb ou la location saisonnière, eh ben, ils devaient demander un permis à la mairie qui était accordé automatiquement. Il faut savoir que depuis 3 ans, ce permis peut être refusé si dans ton quartier, la part des logements Airbnb dépasse les 20%. Donc le permis, maintenant, il faut savoir que ce permis-là, quand tu vends, il pourrait être supprimé en cas de vente. Et ça ne sera même pas pourra, mais je suis sûr et certain que ça sera automatiquement, dès que tu vendras ton bien, le permis associé sera supprimé. Donc c'est-à-dire que le propriétaire la personne qui va racheter ton logement, elle devra retourner faire une demande pour pouvoir elle aussi exploiter ce bien en Airbnb. Donc ça c'était le premier outil qui a été mis en place, le permis de louer en saisonnier. Maintenant, on a également, deuxième outil, c'est plus le propriétaire loue longtemps son bien, plus le taux d'imposition à l'impôt va baisser. En gros, actuellement, il faut savoir qu'au Portugal, c'est 28%. Et si tu loues de 2 ans à 20 ans, ton taux d'imposition à l'impôt revenu va baisser à 14%. Si tu l'as renouvelé, donc c'est-à-dire qu'en gros, tu as un bien, tu loues en location classique ou peut-être meublé, hein, je ne sais pas réellement comment ça se passe au Portugal, mais si tu t'engages, enfin c'est même pas si tu t'engages, mais si tu loues entre 2 ans et 20 ans, et que à chaque fois tu reloues en location, on va dire longue durée, eh ben faut savoir que ton pourcentage d'imposition il pourra peut-être baisser jusqu'à 14%. C'est pas mal. Il faut savoir que à la base tu es sur un 28%, tu passes à 14%, moitié moins, c'est plutôt bénéf. Ça peut être un bon outil. Et tu pourras même descendre jusqu'à 10% d'imposition sur le revenu si tu loues pendant plus de 20 ans. C'est quand même pas mal. 10% d'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est le deuxième outil qui a été mis en place. Et le troisième outil, c'est la mairie propose au propriétaire de lui louer ses logements. En gros, la mairie, tu es propriétaire, tu loues ton appartement à la mairie. Alors bien sûr, il y a quand même des contreparties qui sont à prendre en compte, hein. C'est-à-dire que tu vas louer moins cher que le prix du marché. Mais par contre, tu loues à la mairie,
tu seras... tu es sûr et certain qu'au niveau du paiement, tu seras à l'aise, il n'y aura pas de problème. Et il y a surtout quelque chose qui rentre en jeu, c'est que tous tes revenus locatifs, ils ne seront pas soumis à l'impôt sur le revenu et le foncier. Donc là, c'est un poids, mais laisse tomber, là, c'est énorme. C'est énorme. Alors, si j'ai bien compris cet article, en gros, tu loues à la mairie, elle, va s'occuper de louer ça, de sous-louer, du coup, à des ménages modestes, avec des revenus, avec des loyers plafonnés. Toi, tu touches un loyer de la part de la mairie. Et deuxième avantage, donc de un, tu es sûr et certain de toucher tes loyers. Et deuxième avantage, c'est que certes, tu vas louer légèrement moins cher que le prix du marché, mais par contre, tous tes revenus issus de cette location ne seront pas imposés. Donc là, c'est un outil, tu vois, qui pèse dans le game. Un outil qui pèse dans le game parce que tu loues, c'est que du bénéf. Tu rembourses ton prêt et basta. Alors, je pense qu'il y aura quand même deux trois impôts, tu vois. Faut réellement aller vraiment dans le dispositif pour tout bien comprendre, ce que j'ai pas fait. Mais sur le papier, là, comme ça paraît ouf. Ça paraît dingue. On continue avec une autre actualité, c'est les villes où les locataires parisiens veulent investir dans les biens immobiliers pour les louer. Si l'année 2020 a donné des envies d'achat immobilier aux locataires parisiens, il faut savoir que malheureusement, ils n'ont pas tous les moyens d'acheter une résidence principale dans la capitale. Et donc, ils se tournent vers d'autres solutions, vers d'autres secteurs. Il faut savoir que le top 3 des villes prisées par les locataires parisiens, ce sont Lille, il me semble qu'il y a Bordeaux et Lyon. J'ai vu aussi Nancy dans le top 5. Et le dernier, je ne vais pas vous dire de bêtises, je m'en souviens plus. Mais voilà, donc les locataires parisiens, ils viennent titiller un peu notre secteur. Ah, c'est comment? On fait comment? Donc, bon, après, ça me paraît logique, hein. Je serais dans ce cas-là, sûr et certain que je n'investirai pas euh, sur Paris et ses alentours, parce que le prix est trop élevé et pour dégager des bonnes rentas, c'est compliqué. Maintenant, il faut savoir que Lille, euh, je connais, c'est hyper saturé. Lille, c'est très très dur de sortir une bonne opération qui s'autofinance. Alors bien sûr, si tu peux aller dans les... Je te parle vraiment de Lille, Lille pure. Je te parle pas des banlieues à côté, Roubaix et compagnie. Effectivement, Roubaix, tu peux encore faire de belles opérations. Toutes les villes alentours, tu peux encore essayer de faire des bonnes opérations. Par contre, à Lille même, très très compliqué. Très compliqué de faire des opérations rentables qui s'autofinancent au minimum. Hein, là, à Lille, tu fais pas de cash flow. Tes secteurs patrimonial, si ça s'autofinance, c'est jackpot pour toi. Ensuite, on continue sur l'actualité immobilière. Le bâtiment a retrouvé une activité normale. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais les artisans s'inquiètent. Le baromètre de la CAPEB, donc c'est un organisme de tout le secteur de construction, artisanat par rapport à l'immobilier. Euh, le baromètre de la CAPEB pour le premier trimestre montre une croissance de l'activité de 9,5% sur un an. Mais par contre, le faible nombre de logements autorisés à la construction laisse présager des mois difficiles. Je vous en avais déjà parlé, il me semble que c'était il y a peut-être 4 ou 5 épisodes, mais en gros, la mairie commence à un peu titiller, tu vois, sur les permis de construire, etc. Il commence à baisser les voiles. Donc il y a moins de prise au vent, il y a moins de logements qui vont être construits, etc. Notamment avec la pression, je vous avais expliqué un peu du parti écologiste qui essaye de freiner au maximum les constructions pour pas dénaturer le paysage, etc. etc. Bref. Mais voilà, ça a repris parce que voilà, hein, je pense que le plus gros de la crise Covid est derrière et les gens commencent maintenant à vraiment retrouver une activité normale, entre guillemets. Mais par contre, voilà, on a ce permis de construire accepté qui a diminué. Je vous avais expliqué, je crois que c'était 10%, 10% de permis de construire en moins qui avait été accordé. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Ensuite, celle-là, elle est énorme. Celle-là, j'ai gardé pour la fin parce qu'elle est excellente. Un agent
immobilier condamné pour avoir presque doublé le prix d'un bien. L'homme avait surévalué le montant d'un bien que ses clients voulaient vendre, alors qu'ils en avaient acheté un nouveau avec lui également. L'agent immobilier a écopé d'une amende de 30 000 euros pour avoir surestimé le prix d'un bien qu'il devait vendre pour ses clients. Le bien en cause avait été estimé par l'agent à 400 000 euros, alors qu'au final, ses clients n'ont pu le vendre que 242 000 euros, soit quasiment 2 fois moins 2 ans plus tard. Sauf que dans le même temps, l'agent immobilier avait vendu au même client un bien pour la somme de 309 000 euros. En gros, il avait tout intérêt à surévaluer le prix du bien mis en vente. Comme ça, les vendeurs, ils se disent ok, bah, je suis large, estimé 400 000, je vais pouvoir me faire plaisir, allez, on va s'acheter une RP à 309 000. Et puis, bah, le problème, c'est que ça s'est jamais vendu. Les vendeurs étaient dans la merde parce qu'ils ont contracté un pré-relais et au final, ils ont perdu beaucoup d'argent dans cette affaire. Bon, je sais pas comment on en arrive à ce point-là. Là, clairement, c'est pour moi, c'est du vol, hein, c'est un arnaqueur. Il faut savoir que cette agence-là, ce groupe, avait déjà été condamné en 2019, avait été condamné 2 fois, il me semble, pour une affaire similaire. Bref, est-ce que c'est un mode opératoire enseigné par l'enseigne? Je ne sais pas. On va pas faire d'allégations outrageuses. Mais voilà, je trouve ça honteux. Surtout, tu vois, 400 000. Et je veux faire un parallèle sur ça, tu vois, mais souvent, quand tu vends, il faut pas nécessairement prendre l'agent immobilier qui te surestime ton bien, qui estime, même pas, on va même pas parler de surestimer, mais il faut pas prendre l'agent immobilier qui évalue ton bien le plus cher. Si bien sûr tu fais passer plusieurs agences, on tourne aux alentours, imaginons on va prendre un bien à 200 000. Ton bien est estimé par plusieurs agences à 200, 210, 215. Ça va, ça va. Tu te dis que avec la petite négo, on va tomber dans ces alentours-là. Par contre, on t'estime ton bien à 200 000 et puis il y a un pecno qui arrive et qui te dit ouais, ta maison là, une pépite, 400 000. Bah, pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Je pense pas que le mec il ait vu un truc que personne n'a vu, tu vois, enfin bref, tu peux pas, il faut rester crédible. Et toi-même, tu sais, si plusieurs agents t'ont estimé ton bien à 200 000, tu te doutes bien que ton bien il va pas être vendu à 400 000. Enfin, après, ça me paraît de la logique. Donc, déjà de un, pour moi ici, cette histoire, l'agent immobilier, c'est un arnaqueur total. Mais par contre, les vendeurs, les mecs vivent dans un monde parallèle au nôtre. C'est des bisounours, les gars. Tu peux pas. Pour moi, ils sont aussi fautifs d'avoir passé par cet agent. Donc voilà. Donc bah, ce mec-là a été condamné, hein. Il y a eu du préjudice moral, il y a eu une amende, etc., etc. Donc bah, bien fait pour lui. Bien fait pour lui. Ouais les amis, ça c'était la rubrique actualité immobilière de la semaine. On passe tout de suite à la question de la semaine. Alors déjà, d'entamer cette rubrique, je tiens à faire une petite dédicace, une petite félicitation à un auditeur, parce que c'est un auditeur qui m'a demandé, vraiment, je pense, au tout début du podcast. Donc pour vous situer un peu, hein, quand j'ai lancé ce podcast, il me semble qu'on était en plein Covid. On était au mois de peut-être septembre-octobre quand j'ai lancé ce podcast. Peut-être un mois ou deux après, j'ai eu quelqu'un qui m'a contacté et qui m'a demandé ma position par rapport à la LCD. Donc je lui ai donné ma position, hein, je lui ai dit que déjà de 1, je ne faisais pas de location courte durée, et de 2, que en gros, lui il me disait voilà, je commence à avoir des zones, bah voilà, hein, comme beaucoup de personnes qui louaient en location courte durée, j'ai eu des périodes de creux, etc., etc., ça se reprend pas, etc. Comme je vous l'ai dit il y a quelques épisodes de podcast, moi, j'étais d'avis de temporiser. Je lui ai dit, écoute, temporise un peu, tu as un peu d'argent de côté, ça va te permettre de... Attends, attends que le plus gros de la tempête passe. Parce que beaucoup de personnes vont rebasculer leur LCD en meublé classique, en longue durée,
Et donc, automatiquement, le marché de la LCD, du Airbnb, ça sera jackpot. Parce qu'il y aura beaucoup moins de biens sur le marché. Il m'a écouté et là, il m'a envoyé son planning d'avril. Il est full, 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 full. Il a même mieux fait qu'avant le Covid. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, moi je suis d'avis, il y a beaucoup de biens LCD qui ont basculé en meublé longue durée. Donc automatiquement, il y a eu une répercussion aussi sur le meublé longue durée, sur le marché longue durée, il y a eu une répercussion. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de biens apparaître du jour au lendemain. Les prix ont légèrement baissé ou plus fortement baissé dans certaines zones. Mais voilà, quand tu as un peu d'argent pour temporiser, pour laisser passer le plus gros de la tempête, bah derrière, là, il est jackpot pour lui. Il y a plus, sur son secteur, il y a presque plus de biens Airbnb. Il est tout seul. Alors, je ne vais pas abuser, il n'est pas tout seul, mais il est présent dans son marché. Et là, il fait full. Full. Avril, il n'a pas eu un jour vide. Donc voilà, donc je suis content pour toi. Franchement, félicitations. Et puis, continue. Hein, franchement, n'hésite pas. Allez, on passe aux questions de la semaine. On m'a demandé un retour d'expérience sur les loyers impayés. Le coût, le fonctionnement qu'on a payé, les garanties que doivent apporter les locataires. Merci d'avance à toi. Alors, j'ai fait un podcast sur la gestion locative. Je t'invite à aller l'écouter. J'ai fait un zoom sur toutes les garanties loyers impayés qui existent. Moi, j'ai jamais utilisé ces garanties-là. J'ai juste utilisé la garantie Visal. La garantie Visal, elle est top. C'est une garantie qui a été créée par l'État. Il me semble que c'est Crédit Logement qui est derrière ça. C'est top, c'est rapide. Ils prennent en charge aussi les dégradations. Alors, tu dois respecter certains critères d'éligibilité pour ton locataire. Maintenant, il me semble que ça va être élargi à un plus grand nombre. Donc, c'est gratuit. Autant se tourner vers la garantie Visal. Elle est tip top. Franchement, quand il y a quelque chose qui fonctionne bien et que l'État est derrière, il faut le dire. Et cette garantie-là, elle est énorme. Elle est énorme. Elle concurrence vraiment les garanties qui sont payantes. Donc pourquoi se priver? Moi, je sais que si j'ai l'occasion de retourner avec garantie Visal, je le ferai les yeux fermés. Donc, écoute, va écouter le podcast sur la gestion locative. Tu trouveras certainement tes réponses. Alors j'ai choisi une deuxième question. Salut Anthony, j'espère que tu vas bien. J'ai une question à te poser. J'ai un ami qui vient d'acquérir un T2 qu'il va louer vide. C'est une petite ville où il n'y a pas de demande pour du meublé. Son idée est de faire signer... Là on est sur un bail sombre les gars. Alors son idée est de faire signer un bail nu et de déclarer l'appartement meublé aux impôts. C'est lui qui va faire sa compta et il compte dire qu'il a récupéré des meubles à droite à gauche. Par quel moyen pourrait-il se faire attraper? Via la CAF, via les impôts. Merci pour ton retour. Euh, Ah les gars. Bon, on va essayer d'être efficace. Alors déjà, je te déconseille totalement de faire ça. Tu, tu risques, ou ton ami risque, parce que c'est pour un ami, ton ami risque énorme à faire ça. Requalification en nu, remboursement des impôts non payés, etc. etc. Bref, je te passe les détails, plus la petite com de la part des impôts pour essayer de les niquer. Donc, moi, je te conseille pas du tout de faire ça. Vraiment, il faut savoir que, ok, si ton T2 n'est pas éligible, si ton secteur n'est pas un secteur pour du meublé, écoute, ce que tu peux faire, c'est que tu loues effectivement en meublé, mais par contre, je te conseille réellement de mettre les meubles. Et comme je l'ai déjà dit, si tu as une cave qui est saine, si tu as un garage, etc., bah voilà, toi tu loues en meublé, tu fais signer un bail meublé avec la présence des meubles, et puis après, bah, tu dis au locataire, écoutez, si vous voulez retirer les meubles, pour moi, il n'y a pas de problème, il y a la cave qui est dispo, il y a le garage qui est dispo, vous déposez tous les meubles ici. Mais par contre, les meubles doivent être dispo. Tu peux pas... Là, clairement, ce que tu fais, c'est illégal. C'est illégal. C'est-à-dire que tu comptes louer
en étant conscient que tu vas louer vide, faire signer un bail meublé et déclarer aux impôts que tu loues en meublé. Donc automatiquement, c'est pour juste avoir l'avantage fiscal, clairement. Je peux te dire que les impôts, ils vont pas du tout apprécier. Ils vont pas du tout apprécier. Comment tu peux te faire griller par la CAF? Euh, Très peu de chance, très peu de chance. Mais par contre, s'il y a un contrôle au niveau des impôts, ça sera là que ça pourra faire très très mal. Maintenant, je te fais un petit focus sur la CAF. Il faut savoir que la CAF, quand tu loues un bien nu ou un bien en meublé, l'aide est différente. C'est-à-dire que si tu loues la même chose en nu, tu vas avoir, imaginons, je te dis une bêtise, mais tu vas avoir 100 euros d'aide. Si tu loues le même bien en meublé, tu auras plus que 70 euros d'aide. Donc pour tes locataires, c'est pas la folie. Donc tes locataires, il y a, je sais pas, clairement ce que tu me demandes, c'est illégal. Je te conseille pas du tout de faire ça. Tu vas au devant des emmerdes à coup sûr. Donc fais ton truc propre, tu loues en meublé et tu laisses tes locataires se changer les meubles. Toi, tu as mis les meubles à disposition et puis les meubles ont été retirés par les locataires. Et puis voilà. Donc voilà, je te conseille de faire ça. Je te conseille pas du tout de louer nu en faisant un bail meublé. Voilà, on clôture cette question. Donc là, les amis, on va parler du sujet du jour. J'ai dit que j'allais revenir, qu'on allait refaire un focus par rapport à mon actualité personnelle. Alors, j'ai décidé de vous parler de acheter vide ou acheter déjà loué. J'ai décidé de parler de ça parce que, comme vous le savez, je me suis positionné sur un bien lundi. Il y a eu une petite négociation qui a été faite, puis une offre. Sur le papier, c'était top. C'était une opération à 12-13% de renta. On était pas mal. Sur le papier, tout était déjà loué depuis longtemps, etc., etc. Sauf que, une fois que j'ai eu les documents à disposition avec les noms des locataires, etc., tu sais, moi, je suis acteur de mes investissements, donc je suis pas quelqu'un de passif. Je vais faire des recherches, je regarde, je cherche partout le maximum possible. Et une fois que j'ai eu les noms des locataires, donc j'ai fait mes petites recherches. Et puis là, catastrophe. Catastrophe. Deux locataires sur les... Alors déjà, je te parle même pas des baux. Les baux, c'était une merde pas possible. Super pour Orpi, parce que ce bien qui était en vente par Orpi. Je demande à avoir les baux, et me les envoie, je vois les baux, c'est une merde. Il n'y a pas de métrage, de mètres carrés, il y a rien. Il y a rien. C'est limite, c'est une feuille A4 avec un nom, une signature, et puis basta. On ne sait pas réellement qu'est-ce qu'il louait, etc. Bref, vraiment de la daube. J'appelle l'agent immobilier de chez Orpi et je lui demande, oui, bon, au niveau des locataires, au niveau des baux, bah, les baux, on n'est pas ouf, quoi. Et il me dit, ah si, si, vous en faites pas, les baux, ils sont légaux, etc., etc. Bref, tu sais, les agents immobiliers, ils feront tout pour vendre leurs biens. Donc voilà, ils seraient capables de tuer leur mère pour vendre deux, trois trucs, quoi. Deuxième, donc déjà, premier point négatif, les baux qui ont été faits à la va-vite. Deuxième point négatif, c'est que sur le papier, on m'annonce que tout est loué depuis très longtemps. Je regarde la date des baux, il s'avère que deux locataires viennent d'arriver il y a à peine un mois, il y en a un qui part, et il y en a un qui est là depuis longtemps, effectivement. Moi, avec les noms qui sont présents sur les baux, je fais mes petites recherches, et puis bah, du coup j'arrive, sur trois des locataires présents, j'arrive à trouver un profil Facebook, je recherche, et puis bah, malheureusement, ou même heureusement pour moi, tu vois, les profils ne sont pas bloqués. Donc j'arrive à voir toutes leurs photos. Et là, en sachant que l'agent immobilier Orpi m'avait dit non, non, c'est des personnes normales, etc., etc. J'arrive, premier profil, gros cassos sans perspective. Je vois le logement en question en photo avec le mec, des photos avec des joints de weed, l'appartement dégueulasse, mais pas possible.
pas du tout l'image qu'il y avait sur la photo, pas du tout la photo de l'annonce, hein. Donc je vois l'appartement dégueulasse, je vois le mec qui est en train de fumer des gros bédos, en train de fumer des gros bédos dans l'appartement. Bref, tu vois un peu le profil. Euh, Deuxième truc, c'est que troisième point que je vois, c'est que sur deux des logements, on est sur du paiement en espèces. Bon, paiement en espèces, je suis pas trop fan parce qu'il y a aucune, comment dire, il y a aucun moyen de vérifier réellement que les loyers sont payés. Et puis les logements avec de la huile, etc. Bref, ce qui m'a embêté également, c'est que le vendeur me dit que, enfin, l'agent immobilier m'a dit que les locataires étaient là depuis très longtemps, et puis au final, je vois que les vendeurs, en fait, le vendeur a mis deux personnes sans réellement contrôler leur profil. Donc clairement, c'était pour vendre louer, tu vois. Donc il y a quand même une méfiance à avoir. Alors, je vais revenir après. Donc clairement, tu vois, j'ai vu ça, et ben, je me suis retiré de la vente. Je me suis retiré de la vente parce que au final, je sais très bien que les profils qui ont été mis dans les apparts, c'est des gros cassos et que j'aurais été emmerdé par la suite. On m'annonce des loyers qui sont payés tous les mois depuis très longtemps. Au final, c'est du bullshit parce que les locataires viennent d'arriver. Il y a du paiement en espèces, donc aucun moyen de vérifier que réellement les loyers sont payés. Et troisièmement, c'est que, comment dire, le troisième point qui m'a embêté, c'est que moi, tu vois, on apprend de ses erreurs. J'ai déjà acheté, euh, j'ai déjà acheté un bien qui était loué et j'ai eu des soucis avec ma locataire, comme je t'en ai déjà parlé, hein, et cette locataire-là, je l'ai encore sur les bras. C'est-à-dire que c'est une vraie plaie et pour m'en débarrasser, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. C'est une meuf qui pose une mauvaise ambiance avec les voisins d'à côté, qui m'appartient aussi. Donc les locataires qui se plaignent, qui viennent se plaindre, pas toutes les semaines, mais tous les mois, j'ai un petit message pour me dire oui, bah voilà, il y a ça qui se passe, elle fait ça, elle fait ça. Dans le jardin, il y a de la merde de son chien, etc., etc. Et tu vois, j'ai appris de mes expériences et j'étais prêt à quand même acheter ce bien parce que sur le papier, on était pas mal. J'étais prêt à l'acheter loué. Mais par contre, quand tu vois, j'ai fait un focus vraiment précis sur le profil des locataires et là, ça matchait pas. Ça matchait pas et je préfère laisser partir une affaire à 12-13% que prendre cette affaire et être dans la merde 2 3 4 mois plus tard. Parce que clairement, je suis sûr et certain que c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Quand je vois le profil des locataires qui a été mis dans le logement il y a moins d'un mois, je peux te dire que ces locataires-là, dans 4 5 mois, on va avoir des problèmes de paiement de loyer. Ils vont pas payer. Je le sens, je le sens à 100 000. Donc voilà, je voulais vous faire un focus sur ça. Est-ce qu'on a la différence entre acheter loué et acheter vide? Et je vais me positionner quand moi j'ai commencé. Et quand j'ai commencé, j'ai acheté un bien qui était loué. Et c'est vrai qu'on peut se dire en tant que débutant qu'on est plus attiré par quelque chose qui est déjà loué. Parce que tu viens de te lancer, tu as un peu peur, etc. C'est vrai. Et donc, acheter loué, tu es un peu plus serein. Tu te dis que, ok, j'ai déjà les locataires qui sont présents. J'ai déjà les loyers qui tombent. Donc, c'est plutôt cool. Mais clairement, tu vois, c'est pas la meilleure des options. C'est pas la meilleure des options parce que déjà, de un, tu n'as pas le choix de tes locataires. Et peut-être qu'au début, pour toi, ça te paraît anodin, mais le choix des locataires, c'est hyper, hyper important. C'est hyper important. Tu as besoin d'avoir une bonne harmonie dans ton immeuble. Je t'explique. Avec ce bien-là, qui était un immeuble de 4 appartements, tu as nécessairement besoin d'avoir une bonne harmonie. Et tu peux pas avoir un locataire cassos et 3 locataires bien. Parce que ce locataire-là, qui fout la merde, au final, ça va être le cancer de ton immeuble et il va te faire fuir tous les bons locataires. Ce type de locataire-là, c'est un putain de parasite. C'est quelqu'un qui
Clairement, moi, si je devrais louer un appartement dans un immeuble et qu'il y a un locataire qui est cassos, qui fout la merde, qui a des problèmes dans l'immeuble à cause de lui, moi, je ne louerai pas. Je ne louerai pas. Et si je loue et que je me rends compte après, bah clairement, je serais OK pour déménager 1 ou 2 mois plus tard, tu vois. Parce que ça serait trop la merde. J'ai pas envie de me prendre la tête avec un. Tu vois, tu vois les problèmes que tu peux avoir. Donc, tu as besoin d'avoir une bonne harmonie dans ton immeuble. Et si tu as un locataire, c'est compliqué. C'est compliqué. Euh, Également, tu vois, acheter un bien qui est déjà loué, bah, c'est compliqué. Parce que si tu veux faire des travaux, ce que je vous conseille de faire, les amis, pour avoir, au niveau des impôts, avoir une diminution d'impôts ou voire ne pas payer d'impôts, tu as besoin de faire des travaux. Et donc, si tu achètes quelque chose qui est déjà loué, tu ne pourras pas faire tes travaux. Ça sera trop compliqué. Tu ne pourras pas dire à la locataire, ok, bah, allez chez quelqu'un juste 2 jours, on va faire les peintures, allez là, allez là. Non, ça sera trop compliqué. Tu vas devoir attendre que le locataire parte. Et là, il y a un petit vice qui peut se mettre en place, tu vois, c'est que si tu achètes un truc qui a rénové, mais que ton locataire il reste longtemps, un jour ou l'autre, si c'est un cassos ou si c'est un profil à risque, toi tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes parce que ce locataire il va dire oui, bah il va faire venir la CAF, il va faire venir euh, des personnes qui vont juger ton bien qui est insalubre à la location, etc. etc. Alors que toi tu avais prévu de faire des travaux, mais le locataire, vu qu'il ne se barre pas, tu peux pas les faire. Donc là, tu peux avoir aussi un problème. Un autre désavantage à ça, c'est que tu n'es pas maître de ton investissement. C'est-à-dire que toi, tu vas devoir assumer toutes les erreurs de l'ancien proprio. C'est-à-dire que si l'ancien proprio, je te parle vraiment d'un cas que j'ai vécu, hein, l'achat que j'ai acheté, avec ce locataire en question que je n'arrête pas de vous parler, qui j'ai des problèmes. Il y a une chaudière. On le sait très bien qu'il y a un entretien de chaudière à faire tous les ans. Et bien cette personne ne le fait pas. Cette personne ne le fait pas. Donc c'est-à-dire que depuis le temps que cette personne est dans les lieux, je suis sûr et certain qu'il n'y a aucun chauffagiste qui est venu faire le contrôle de la chaudière. Donc automatiquement, toi tu reprends toutes les merdes qui va avec. Le propriétaire en question, il n'a pas mis en place, je sais pas, un partenariat avec un plombier chauffagiste ou il n'a pas mis en place une visite annuelle, etc. Et bah toi, tu vas devoir assumer ces erreurs. Parce que derrière, ton locataire, il ne voudra pas payer pour faire l'entretien de la chaudière, même si c'est une partie qui lui incombe. Donc, voilà, tu n'es pas maître de ton investissement. Dernier désavantage à acheter déjà loué, c'est que souvent, à 80-90% des cas, c'est loué en nu. C'est loué en nu parce que les gens, la plupart des gens qui ont acheté de l'immobilier, ils sont pas réellement formés. Et pour eux, il n'y a que ça qui existe, loué en nu. Et c'est hyper compliqué. Tu peux pas basculer de nu à un meublé comme ça. Impossible. Si tu veux faire ça légalement, tu vas devoir attendre que ton locataire il se casse. Donc, automatiquement, tu vas prendre du temps avant de basculer. Et donc, tu vas devoir assumer une fiscalité en nu. Donc là, tu vois, encore un désavantage. Et je voulais aussi te faire un focus sur les aides de la CAF parce que je trouve que on, on simplifie trop cet aspect-là, tu vois. À chaque fois, on va te dire, oui, t'inquiète. Alors, c'est pas tous les secteurs en question, mais dans mon secteur, c'est le cas. On va te dire, oui, vous en faites pas, la CAF paye, etc. Sauf que les amis, attention, attention, vous achetez, j'ai rien contre ces locataires. Moi, je peux vous dire, je viens d'une famille modeste. Mes parents, ma mère avaient le droit à ces aides-là. Avaient le droit à ces aides-là. J'ai rien contre ce type de locataire-là, ce profil de locataire-là. Il n'y a aucun problème. Je loue à des personnes qui ont de la CAF. Je loue à des personnes qui sont étudiantes qui ont aussi de la CAF. Il n'y a aucun problème. Aucun souci. Moi, maintenant, le truc qui m'embête,
c'est qu'on simplifie beaucoup trop ça. C'est qu'on te dit, oui, ce locataire-là de la CAF, c'est la CAF qui paye, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et ben moi je vais vous dire, attention les amis. Attention parce que je vous donne un conseil, c'est de ne surtout pas percevoir les aides de la CAF sur votre compte. Les aides de la CAF, elles doivent être versées au locataire. Et le locataire vous reverse la totalité de son loyer. Déjà de 1, premièrement parce que si tu as un ou deux locataires, c'est gérable. Mais dès que tu bascules, dès que la machine se met en route et que tu arrives à avoir beaucoup plus de locations, imaginons, et c'est tout ce que je vous souhaite, tu arrives à avoir 10, 15, 20 lots, est-ce que tu te sens capable de gérer la CAF de chacun de tes locataires? Clairement non. Est-ce que tu es capable de faire tous les mois le décompte pour savoir si le locataire t'a bien versé sa part? Il t'a versé le bon montant. Donc, non, déjà, premier inconvénient, ne percevez pas l'argent sur votre compte. Le deuxième chose, c'est que le jour où la CAF se rend compte qu'il y a eu une erreur ou qu'il y a eu euh, une supercherie faite par le locataire pour avoir plus d'aide, et ben la CAF elle va exiger le remboursement. Et elle va exiger le remboursement à qui? Est-ce que tu penses qu'elle va exiger le remboursement au locataire ou à la personne qui a eu les aides en question? Eh ben ouais, tu l'as tapé dans le mille, mon gars. C'est que le jour où la CAF se rend compte qu'il y a une erreur, qu'il y a eu quelque chose qui a été mis en place pour essayer d'avoir plus d'aide, eh ben c'est toi, propriétaire, vu que tu as touché la CAF, vu que tu as touché les aides du locataire, c'est toi qui vas devoir rembourser. Donc la CAF, elle va t'exiger le remboursement. Toi, tu seras dans l'obligation de rembourser la CAF du trop perçu. Et puis surtout, elle va te dire, eh ben, à vous, monsieur, de vous retourner contre le locataire. Et encore une fois, je te le donne dans le mille, euh, ton locataire, il va jamais te payer. Tu crois vraiment que ton locataire, imaginons, allez, prenons quelque chose de gros hein, sur un an. Il y a eu une erreur, il y a eu, allez, 2 000 € de versement CAF en trop qui a été remboursé. Tu les as perçus sur ton compte en automatique. La CAF se rend compte, elle te demande le remboursement de ces 2 000 €. Est-ce que tu penses vraiment que ton locataire va te rembourser ces 2 000 €? Bah non, non, malheureusement. Encore une fois, les amis, on n'est pas dans le monde des bisounours. Les locataires, ils vont jamais te rembourser. Surtout s'ils touchent de la CAF, c'est que automatiquement, c'est des personnes qui sont en difficulté, etc. Et tu vas jamais revoir l'argent en question. Donc, tu ne perçois pas la CAF directement sur ton compte. De même pour la situation d'impayé. Euh, je vois des gens qui disent eh, c'est bon, t'inquiète, la CAF continue de payer. Ouais, non, 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 mon coco. Non, non, ça se passe pas comme ça. Si ton locataire est en situation d'impayé et que tu continues de percevoir la CAF, eh ben, faut savoir que le jour où la CAF se rend compte que le locataire ne paie plus son loyer, la CAF, ils vont te couper les aides et surtout, ils vont te demander de rembourser les aides qui ont été versées de manière illégale. Parce qu'ils n'avaient plus à être versés, vu que le locataire ne payait pas sa part. Situation d'impayé, qui n'a pas été signalée, tu rembourses. Tu rembourses. Donc voilà, ça c'était un petit focus sur les aides de la CAF. Il faut faire attention les amis, la CAF c'est cool. C'est vrai que quand il y a de la CAF derrière, tu es sûr et certain d'être payé. Par contre, on joue avec les règles du jeu. Donc, dès qu'il y a une merde, t'assumes aussi les règles. Donc, moi je vous conseille, pour clôturer ça, ne percevez jamais l'aide de la CAF directement sur votre compte. Laissez le locataire se débrouiller et vous versez le loyer intégral. Voilà les amis. Alors ensuite, on fait un petit focus sur acheter vide. L'acheter vide, il y a plusieurs avantages. C'est que déjà, alors on va commencer par la plus grosse peur, tu vois, que j'ai eue, que j'ai ressentie quand j'ai commencé. C'était que si j'achète vide, j'avais peur. J'avais en tout cas plus peur que si j'achetais quelque chose qui était déjà loué. Pourquoi? Parce que j'avais peur de
que je n'arrive pas à trouver de locataire. J'avais peur parce que je me m'étais dit en gros, ouais, je pense que mon loyer va être trop cher, je pourrais pas louer. J'avais peur que je mette en place des mauvais locataires, etc., etc. Bref, beaucoup de peurs qui au final en fait c'est des peurs, c'est du vent. C'est du vent, c'est quelque chose à balayer directement, il ne faut pas se soucier de ça. Ça fait partie, on doit se forger un mindset de guerrier. Et si tu as peur de ça, tu vas avoir peur de beaucoup de choses. Je peux comprendre quand tu es débutant, tu as peur, etc. Mais tu dois surmonter ça. Et t'es pas obligé de commencer avec quelque chose d'énorme. Fais-toi un petit studio, comme j'arrête pas de le répéter. Commence petit à petit, step by step. Et puis après, tu augmentes, tu augmentes. Ta peur, elle va s'effacer automatiquement. Maintenant, les avantages d'acheter du logement qui est vide, c'est que tu seras au contrôle de A à Z. Tu pourras faire tous tes travaux librement. Il n'y aura pas de contraintes. Tu pourras choisir tes profils de locataires en fonction de tes critères, du feeling, de, du type de personne, du type de profil que tu as envie de mettre dans ton logement. Tu pourras mettre en place tout l'entretien nécessaire dès le début. Et puis, normalement, tu vois, tu pourras, si tu achètes un immeuble, directement choisir une bonne harmonie pour que tu aies une bonne ambiance dans ton immeuble. Tu vois, si tu mets 4 personnes qui ont à peu près un profil similaire, bah c'est jackpot. C'est jackpot parce que tu sais très bien qu'il n'y aura pas de problème. Ou très peu de problèmes. Maintenant, si tu achètes un bien qui était déjà loué avec des locataires au profil douteux, au profil bizarre, qui foutent la merde, bah ça va être beaucoup plus dur de faire ce switch au niveau des locataires. Parce que les bons locataires, ils vont pas rester, ils vont se barrer très vite. Et donc, ça peut te prendre du temps de passer d'un immeuble euh, avec des profils bateaux à un immeuble avec des bons profils. Ça va te prendre énormément de temps. Énormément. Donc, pour vraiment mettre en place directement une bonne harmonie dans tes locataires, le tip top, c'est d'acheter vide. D'acheter vide. Et normalement, tu vois, j'ai bien dit normalement, quand tu achètes loué, normalement tu achètes moins cher, un peu moins cher, parce que c'est déjà loué. Donc c'est-à-dire qu'en gros, tu peux négocier en disant que bah voilà, vous avez mis des locataires, j'ai pas le choix des locataires, les profils ils me paraissent pas ouf ouf, etc. etc. Maintenant, tu vois, ce que je vais dire, c'est tout le contraire, c'est que ces dernières années, bah, j'ai remarqué que ça, c'était plus réellement vrai. J'ai remarqué que les biens qui sont achetés, qui sont vendus, loués, eh ben, ils étaient même vendus quelques fois plus cher que le prix du marché. Parce que là, on vendait plus un immeuble, mais on vendait une rentabilité. Et souvent, tu vois, par exemple, là, j'ai vu un bien qui était en vente sur le Bon Coin, qui est déjà loué. C'est un bien au niveau du prix au mètre carré qui est supérieur au prix moyen au mètre carré. Mais pourquoi il est supérieur? Parce qu'il est vendu loué et il n'est pas vendu en tant que tel, il est vendu pour une rentabilité. La rentabilité, on était aux alentours de 10%. Et donc, en fait, les gens, ils vendent plus un immeuble. Ils vendent une rentabilité. Et alors, je te dis tout de suite, clairement, c'est pas du tout, pour nous investisseurs, c'est pas ce qu'on cherche. Je ne vous conseille pas du tout, les amis, d'acheter des biens qui sont déjà loués et que tu achètes directement une rentabilité. Pour que tu fasses une bonne affaire, il faut que ce soit toi qui la fasses. C'est-à-dire qu'il faut que tu achètes quelque chose de vide ou que tu peux acheter quelque chose de déjà loué. Il n'y a aucun problème. Mais par contre, qu'il soit cohérent avec tes critères. C'est-à-dire qu'on n'achète pas quelque chose qui est supérieur au prix du marché. C'est quelque chose d'illogique. Quelque chose d'illogique. Pourquoi tu achèterais quelque chose qui est au-dessus du prix du marché? Sans parler, je ne te parle pas de quartier vraiment patrimonial, etc. hein. Mais pourquoi tu achèterais quelque chose qui est au-dessus du prix du marché alors que tu pourrais acheter autre chose qui est en dessous du prix du marché? Je comprends pas le truc. Tu pourrais faire la même rentabilité avec un prix moindre au prix du marché. Donc je comprends pas ce truc. Et clairement, faut ça c'est
c'est pas quelque chose que nous, les vrais investisseurs, les investisseurs intelligents, c'est pas quelque chose vers quoi on doit se tourner. On n'achète pas des produits finis. On n'achète pas des produits d'investissement déjà clés en main, etc. Tu vois. Nous, on est là pour faire une bonne affaire. La bonne affaire, elle passe par un bien qui est en dessous du prix du marché, un bien où tu peux faire des travaux et que tu peux améliorer pour que ton bien prenne de la valeur dans le temps, que ton bien, au final, tu l'achètes, ton produit fini, euh, tout total avec les travaux, etc. On va dire que ça te revient à 100. Il faut que ton produit, dès que tu as fini tes travaux, tu sois capable de le revendre 150. Donc, faire attention les amis, ne pas vous tourner vers les produits qui sont déjà, c'est des produits pour les pseudo-investisseurs, ça, tu vois. Donc, clairement, MEF, il faut faire attention. Euh, donc voilà, ce que je vous disais, c'est que j'ai remarqué que ces dernières années, les produits qui étaient déjà loués, eh ben, ils se vendaient plus cher, voire au même prix que des logements nus. Donc, c'est pas quelque chose de ouf. C'est pas quelque chose de ouf. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Et sachez aussi que acheter, louer, ça peut vraiment être la merde dans le futur. Parce que on connaît tous, on connaît tous la position de la justice sur les expulsions des locataires. Euh, c'est chaud. C'est chaud. Donc, si tu achètes quelque chose qui est déjà loué avec, on reprend le bien que je vous ai parlé en question, 4 locataires, tous cassos. Non, il y en avait une qui était bien. S'il y a une mauvaise ambiance dans ce truc-là, si tu as des loyers impayés, etc., bah ça va être très très compliqué de pouvoir faire le switch au niveau des locataires. Tu vas devoir attendre qu'ils partent parce que tu n'arriveras pas à les expulser. Et puis, entre-temps, ça va te faire fuir tes locataires. Donc, franchement, évitez. Évitez. C'est vrai que quand on est débutant, ça peut être plutôt attrayant d'acheter quelque chose, d'acheter un produit qui est déjà loué. Parce que tu te dis, ok, bon, j'ai déjà des loyers qui tombent, je sais que j'ai ça, je peux me baser sur ça au minimum, etc. C'est vrai. Et quand j'ai commencé par ça. Maintenant, si c'était à refaire, euh, je peux pas dire que je le referai pas. Je le referai, mais par contre, je prendrai beaucoup plus de précautions. Je prendrai beaucoup plus de précautions parce que j'ai pas réellement fait attention au profil. J'ai eu plein de points, tu vois, que j'ai pas fait attention et que maintenant, bah, je regrette, même si je dois assumer mes responsabilités. Mais voilà, maintenant, je ferai beaucoup plus attention. Je suis pas contre acheter louer, mais il faut acheter quelque chose qui est déjà loué de manière intelligente. Voilà. Ça sera la phrase pour clôturer cet épisode, les amis. Acheter de manière intelligente. Bon, voilà, les amis. Ça, c'était le petit focus sur un petit retour d'expérience qui m'est arrivé cette semaine. Donc là, pour l'instant, on est retourné à la chasse aux bonnes affaires. Donc, bah, écoutez, j'ai voulu me positionner sur ce bien. Au final, je me suis retiré. Et c'est un peu le but aussi, hein, c'est un peu la vie d'un investisseur, hein. Si tu vois une bonne occasion, tu dois bloquer le bien, aller visiter, etc. Et puis, ça fait partie du jeu de bloquer, de ne pas acheter, etc. C'est comme ça, c'est la vie d'investisseur. Les personnes qui se positionnent, trouvez-moi une personne qui s'est positionnée sur tous ces achats et qui les a tous achetés, montrez-le moi. Montrez-le moi. Parce que moi, je me suis déjà positionné sur beaucoup de biens que j'ai bloqués et que je n'ai pas acheté. Parce que je voulais juste le bloquer pour que je sois prioritaire. J'en ai acheté, il y en a certains que j'ai acheté, il y en a certains que j'ai pas acheté, mais voilà, ça fait partie aussi de la vie d'investisseur. Mais voilà les amis, en tout cas faites attention à ne pas acheter ces produits déjà tout faits, ces produits d'investissement pour, je vous le redis, pour ces pseudo-investisseurs. Voilà les amis, en tout cas je vous souhaite comme d'habitude plein de bonnes choses, j'espère que cet épisode vous aura plu, je compte sur votre soutien, un petit 5 étoiles, un petit pouce bleu sur YouTube. Et puis, n'hésitez pas aux commentaires, n'hésitez pas à me poser vos questions aussi sur Instagram, Anthony-THRD, c'est l'endroit où je suis le plus présent. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une agréable semaine et comme d'habitude, à la semaine prochaine. Ciao ciao ciao.